Je suis Cathy Georges-Maya, juriste de formation. J'ai été embauchée par la ville de Corbeil-Essonnes en 2022 suite à une recrudescence de violences conjugales sur la ville. Il faut savoir que c'est la ville du département avec le plus de violences conjugales. Donc on m'a demandé de créer un observatoire. Donc il y en a une trentaine en France aujourd'hui, des observatoires. C'est Ernestine Ronay, pour ceux qui la connaissent, une pionnière du féminisme en France, qui est à l'initiative de ce dispositif. Le plus connu étant celui qui a le premier créé, donc l'Observatoire de la Seine-Saint-Denis dans le 93. Donc, en fait, l'objectif, c'est de diagnostiquer, donc faire un état des lieux de ce qui se passe dans la ville, voir un peu les manques et d'essayer de trouver des solutions, donc toutes les préconisations et les préoccupations, aussi bien des habitants que des institutions. Donc ça, c'est ce qu'on a créé. Ensuite, il y a aussi des permanences un petit peu partout dans la ville pour recevoir les victimes et pas mal d'ateliers de sensibilisation et de prévention auprès du grand public et surtout dans les établissements scolaires ou les maisons de quartier, ainsi que la formation de l'ensemble des agents municipaux sur l'accueil et l'orientation des victimes. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect violence faite aux femmes et égalité femmes-hommes. Et sur l'aspect discrimination, on commence seulement. Donc, il n'y a pas encore de dispositif vraiment ancré sur la ville. Alors, du coup, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le sexisme dans le monde du travail. Je vais vous faire un partage d'écran. Donc, vous me direz si vous le voyez. Par contre, je précise que quand je vais faire le partage d'écran, je vais mettre le diaporama en plein écran. Du coup, je ne vous verrai plus. Donc, si vous levez la main ou si vous avez des questions, je ne pourrai pas le voir. Donc, n'hésitez pas, mettez le micro et dites-le moi. Sinon, il y aura un temps d'échange à la fin. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, attendez, côte à côte. Est-ce que déjà vous voyez quelque chose là ou pas du tout? Non, on ne voit pas. Encore. Je vais en profiter pour présenter le pôle ingénieur avec Polytech Alumni. Donc, je suis Céline, donc la responsable du pôle. Il a été créé il y a environ 1 an. Puis, le but, c'est vraiment de mener des actions pour à la fois les étudiantes, mais aussi les diplômés alumni de Polytech. Donc, c'est sûr que ça s'adresse principalement aux femmes. Il y a des sujets qui vont plus nous toucher, par exemple, mettons par exemple le congé maternité, on va dire. Mais il y a des sujets qui concernent aussi les hommes. Donc, je suis vraiment contente de voir que parmi nous, il y a aussi des hommes parce que on est dans une société où justement, il faut cohabiter. Et l'égalité homme-femme se fera justement lorsque à la fois les femmes pourront être l'égale des hommes et inversement. Donc, c'est vraiment important pour nous de faire des conférences qui soient aussi axées pour les hommes et pour les femmes. Et je rappelle à chaque fois qu'en fait, c'est pas parce que ça touche une femme qu'en tant qu'homme, vous pouvez pas vous investir ou participer ou être sensibilisé à ça. Donc, je vois que Cathy est prête à y aller, donc je vais lui laisser la parole. Hop là. Alors normalement, c'est bon, vous voyez? C'est bon pour vous? Oui, C'est bon. on voit en plein écran, c'est parfait. Super. Alors, du coup, donc le sexisme, je vais reprendre simplement des définitions. Donc, c'est une attitude de discrimination fondée sur le sexe, sur le genre. Alors, c'est surtout le terme discrimination qu'il est important de définir parce qu'il y a ce que vous allez entendre comme étant une discrimination, ce que vous allez pouvoir ressentir comme étant une discrimination et ce que la loi considère comme étant une discrimination. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure où on verra bien cette différence parce qu'aux yeux de la loi, pour qu'il y ait une discrimination, il faut qu'il y ait un traitement défavorable et qui doit remplir 2 conditions cumulatives. Il faut forcément qu'il y ait ces 2 conditions. Donc, il faut que ce soit fondé sur un des critères définis par la loi. Il y a, de souvenir, 23 critères. Et ça doit relever d'une situation visée par la loi. Au niveau des critères, donc là, je vous les ai tous mis. Celui qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, c'est la discrimination fondée sur le sexe. Mais vous en avez différents, comme sur le handicap, sur l'identité de genre, la grossesse, l'âge, les convictions religieuses. Voilà, vous en avez des un peu plus connus sur les origines, sur l'apparence physique, comme la grossophobie. Vous avez également sur les opinions politiques ou même les activités syndicales. Donc tout ça, c'est les critères qui sont
définis comme étant des critères de discrimination. Au niveau des situations, il faut que cette discrimination, donc le traitement défavorable, ait lieu dans un des points qui sont affichés à l'écran, donc c'est-à-dire l'accès à un bien, à un service ou un droit. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est dans le cadre de l'emploi, même stage ou encore apprentissage. Donc pour vous donner un exemple, c'est l'exemple que je donne systématiquement quand je fais des formations. Je me lève un matin et je décide d'aller à la boulangerie acheter un pain au chocolat. La boulangère refuse de me servir mon pain au chocolat et me dit non, je ne vous sers pas de pain au chocolat parce que vous êtes une femme. Là, on a le critère de discrimination en lien avec mon sexe et on est bien dans une situation où on est sur l'accès aux biens et aux services, la fourniture de biens ou de services. Donc, on est d'accord que c'est une discrimination qui est punie par la loi. Je sors de la boulangerie, je suis quand même un peu déçue parce que j'ai pas eu mon pain au chocolat. Je me rends à un entretien d'embauche et sur le chemin, je demande à quelqu'un s'il peut me donner l'heure. La personne que j'interpelle me dit non, j'ai pas envie de te donner l'heure parce que tu es une femme. Là, on a bien le critère de discrimination lié au sexe. Par contre, on n'est pas du tout dans une des situations qui est définie par la loi. On est sur une relation entre personnes, entre particuliers. La personne a totalement le droit de ne pas me répondre et de me dire que c'est parce que je suis une femme. Par contre, évidemment qu'il n'a pas le droit de m'insulter. Toutes les injures qui peuvent être liées à des injures sexistes, ça, c'est une infraction à part entière. Ça, c'est interdit par la loi. Dans mon histoire, je continue, je me rends à mon entretien d'embauche et on me fait clairement comprendre on ne peut pas m'embaucher parce que je suis une femme. Là, encore une fois, on a le critère et l'accès à l'emploi qui est une des situations définies par la loi. Donc, c'est une discrimination. Voilà, j'aime bien prendre cet exemple parce que ça nous permet quand même de faire la différence entre ce que nous, on considère comme étant une discrimination, parce que si quelqu'un dans la rue refuse de me répondre parce que je suis une femme, bah, je vais clairement le vivre comme étant une discrimination. Pour autant, je ne pourrais pas aller déposer plainte pour ce motif. Dans le monde du travail, du coup, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, il faut bien différencier plusieurs types d'agissements sexuels et de violences sexuelles. Donc, on verra le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, puis le viol. Les agissements sexistes, donc, il s'agit, ça peut être du sexisme bienveillant, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à attacher des qualités, on va dire des qualités stéréotypées. Par exemple, je vais dire à ma collègue, ah bah toi c'est vrai qu'avec les clients, vaut mieux que ce soit une femme qui aille parler à tel client parce que tu es plus sensible, tu es plus à l'écoute et puis les femmes sont plus minutieuses. Ça paraît être gentil, hein, c'est des compliments, mais c'est du sexisme bienveillant. Les incivilités en raison du sexe, donc là l'exemple couper la parole systématiquement d'un collègue parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, hein. Les agissements sexistes, hein, j'ai tendance à utiliser tout le temps l'exemple où la victime est une femme, mais ça peut également être valable pour les hommes, hein, bien évidemment. Ensuite, nous avons les considérations sexistes sur la maternité ou les charges familiales. Alors ça, typiquement, on est en réunion et on doit fixer, par exemple, la date de la prochaine réunion. Et on va dire, ah ben non, Cathy pourra pas venir à cette réunion à 16 h parce qu'elle doit aller chercher ses enfants à l'école, donc il faut qu'on décale la réunion. Ou, oh, il faut que quelqu'un d'autre la représente. En fait, c'est parce que j'ai des enfants à aller chercher à l'école, je ne pourrais pas faire cette réunion. En fait, c'est une remarque qui va être très sexiste. Et en général, pour le coup, c'est une remarque qu'on fait le plus souvent aux femmes. Pareil, les interpellations familières, ma petite, ma mignonne, ma belle, ma chérie. Alors là, on est à la limite du harcèlement sexuel, mais vous verrez la différence, hein. Il faut quand même une certaine répétition dans le harcèlement sexuel. La police des codes sociaux, donc c'est-à-dire, par exemple, je vais critiquer ou du moins je vais commenter la tenue vestimentaire de mon collègue ou de ma collègue en disant « Ah bah dis donc, t'as mis une robe, c'est bien, bah, ça te va bien, t'es jolie, c'est féminin. Ah bah non, là, ça fait vraiment pas féminin comment t'habilles. » Des commentaires sur la tenue vestimentaire. Ou les remarques et les blagues, je mets toujours des guillemets à blagues, sexistes, qu'on peut entendre régulièrement, que ce soit même pendant les pauses entre collègues, pause café. Ça, on considère quand même que c'est des agissements sexistes. Alors, les sanctions,
en cas d'agissement sexiste. Donc, bien évidemment, il faut avertir son supérieur hiérarchique ou au-dessus, si c'est son supérieur hiérarchique qui est l'auteur de ces agissements, encore au-dessus, ou alors avertir l'inspection du travail. Mais on verra plus en détail exactement tout ce qu'il faut faire en cas si vous êtes victime de ce type d'agissement. Mais on risque, l'auteur de cet acte risque un blâme et avertissement et, dans les derniers cas, le licenciement. En fait, c'est puni par le Code du travail, mais la grande différence avec tout ce que je vais vous expliquer après, c'est que ce n'est pas une infraction. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est puni pénalement, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le code pénal, en tout cas pas pour l'instant. Alors juste pour revenir sur la définition d'une infraction, parce que pour moi c'est vrai que j'ai tendance à ne pas l'expliquer, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Une infraction, c'est un acte ou un comportement qui est interdit par la loi et qui est puni par une peine et qui se trouve du coup dans le code pénal. Tout ce qui n'est pas dans le code pénal n'est pas une infraction. Par exemple, si mon voisin fait dépasser son cerisier dans mon jardin, alors c'est interdit par la loi, mais c'est pas interdit par le code pénal, donc ce n'est pas une infraction, je ne peux pas aller déposer plainte pour ça. Par contre, toutes les violences sexuelles que vous verrez par la suite, ce sont des infractions qui sont punies par le code pénal. Donc on risque une amende ou une peine de prison. Voilà. N'hésitez pas hein, si je vais trop vite ou si vous avez des questions, ou en tout cas notez-les pour la suite. Le harcèlement sexuel. Donc, le harcèlement sexuel, ça va être des propos, des comportements à connotation sexuelle qui vont avoir pour effet de dégrader la victime et de porter atteinte à sa dignité. Logiquement, quand on entend harcèlement, il faut qu'il y ait une répétition. Comme pour le harcèlement moral, il faut une répétition de faits. Le harcèlement sexuel, c'est pareil. Sauf que la jurisprudence prévoit une exception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de répétition si les propos ou le comportement ont pour objectif d'obtenir un acte de nature sexuelle. Un exemple, je vais prendre un exemple à l'université où un professeur dirait à une de ses élèves que si elle ne couche pas avec lui, si elle n'a pas de rapport sexuel avec lui, eh ben, il lui mettra des mauvaises notes. Ça, il n'a pas besoin de le répéter plusieurs fois pour que ce soit considéré comme du harcèlement sexuel. Et en plus, là, dans ce cas-là, c'est encore plus grave parce que c'est un professeur, c'est une élève, donc il y a en plus un abus de pouvoir dû à sa position. Là, il n'y a pas besoin de répétition, c'est une des exceptions au harcèlement sexuel. C'est pareil pour le travail, bien évidemment. Les sanctions, donc on va avoir les mêmes sanctions au niveau disciplinaire, donc le Code du travail, bien évidemment, qui sanctionne cet harcèlement. Et là, pour le coup, la différence avec les agissements sexistes, c'est qu'il y aura une sanction également pénale. Ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors, on me dit souvent, oui, mais c'est pas appliqué, les 2 ans d'emprisonnement. Quand on ouvre le code pénal et qu'on voit une peine, eh ben, c'est pas la peine qui est appliquée. Et oui, effectivement, en fait, quand on lit un article du code pénal et qu'il y a marqué le fait de harceler autrui est puni de 2 ans d'emprisonnement, c'est la peine maximale. C'est-à-dire que le juge ne pourra jamais donner plus de 2 ans d'emprisonnement pour cette infraction. Par contre, il peut totalement donner moins. Et pareil pour l'amende. Il peut donner moins, mais il ne pourra pas donner plus. Et j'en profite pour faire une parenthèse aussi, vu qu'on parle des sanctions pénales. En France, on a la personnalisation des peines. C'est-à-dire que moi, si je commets une infraction et que une autre personne commet cette infraction, on risque de ne pas avoir la même peine parce qu'on a des histoires différentes, certainement une situation familiale différente, ce qui fait, et aussi une situation financière différente, ce qui fait que la peine va être adaptée en fonction de beaucoup de critères. Si j'ai des enfants, si je suis mariée, si j'ai un travail, en fonction également... Enfin non, en général, c'est surtout ces critères. J'essaie de réfléchir à d'autres, mais non. C'est surtout ces critères-là parce que l'objectif d'une peine et d'une sanction pénale, c'est de faire en sorte que l'auteur ne recommence pas, bien évidemment, qu'il ait compris que ce qu'il a fait, c'est mal, et de réparer aussi le préjudice causé à la victime. Pour tout ce qui est réparation causée à la victime, la justice prévoit des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, c'est à hauteur du préjudice subi. Si on a volé mon iPhone, en général, ce sera le remboursement de l'iPhone.
Si on m'a agressé, il y aura un préjudice psychologique, un traumatisme certainement lié à cette agression. Donc, j'aurai des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. Mais ça, c'est pas prévu par le code pénal. C'est la victime qui demande. Voilà. Je sais pas si c'est clair, parce que le droit pénal, c'est très compliqué. La procédure pénale, c'est quand même assez compliqué. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Les autres infractions à caractère sexuel. Alors, on a l'agression sexuelle et le viol. Donc, on va tout d'abord voir un petit peu les agressions sexuelles. Donc, il s'agit, alors contrairement au harcèlement sexuel qui sont des propos, à aucun moment dans le harcèlement sexuel, on a un contact physique, alors que dans l'agression sexuelle, on va avoir un contact physique à connotation sexuelle. Et ce contact, bien évidemment, il n'est pas consenti par la victime. Donc, ça peut être... je prends l'exemple là pour le coup, c'est valable au travail, c'est valable dans les transports en commun, c'est valable partout. Une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Toucher l'entrecuisse, ça peut être considéré comme une agression sexuelle. Toucher la poitrine, sans le consentement, encore une fois, c'est une agression sexuelle. Embrasser quelqu'un sans son consentement, c'est considéré comme une agression sexuelle. Voilà. La différence qu'on va... Alors, juste par rapport aux sanctions, après je ferai la différence avec le viol. Ça va être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Alors ça, c'est s'il n'y a pas de circonstances aggravantes. Si on reprend notre exemple où c'est professeur-élève, où c'est supérieur hiérarchique et salarié, c'est considéré comme étant une circonstance aggravante, donc la peine sera plus lourde. On risque, alors là c'est 2 souvenirs, je crois que ça peut passer jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. On va aggraver la peine. C'est pour ça qu'on appelle ça une circonstance aggravante. Et on a également, si c'est sur une personne en situation de handicap, sur une personne vulnérable. Les femmes enceintes peuvent être considérées comme des personnes vulnérables. Et la différence avec le viol, c'est que le viol, ça va être un acte de pénétration. Pénétration anale, buccale, vaginale, commis par l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, je vais tout de suite définir le terme surprise, parce que c'est vraiment là où on me pose le plus de questions. La victime est endormie, l'auteur va la violer. À ce moment-là, on considère que c'est par surprise. Donc le terme est un peu maladroit, je trouve, mais en tout cas, c'est le terme utilisé par la loi. La violence, bon, pas besoin de le définir. La contrainte, si la personne est attachée ou si elle a un pistolet sur la tempe, forcément, on est sur la contrainte. Et la menace, là, on reprend un petit peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est si tu ne fais pas ça, bah tu auras ça. Si tu ne couches pas avec moi, tu n'auras pas d'augmentation. Voilà, en tout cas, il y a menace. Ou j'ai aussi beaucoup je parle dans l'expérience des victimes que j'ai reçues, si tu n'acceptes pas une relation sexuelle avec moi, eh ben, je vais te dénigrer sur les réseaux sociaux, je vais faire courir une rumeur sur toi. Eh ben, ça, pareil. Si la victime, du coup, de fait, accepte, le consentement n'est pas donné, le consentement est vicié parce qu'il y a une menace derrière. Donc, l'acte sexuel peut être qualifié comme étant un viol. Et je fais également une parenthèse sur un terme qui est très récent dans la définition du viol, où on parle de tout acte bucco-génital, parce qu'il y a eu toute une question qui s'est posée sur le cunnilingus. Alors, ce qui a été choisi, ce qui a été déterminé par le législateur, c'est que ce n'était pas une agression sexuelle, même s'il n'y a pas pénétration, vu le caractère extrêmement intime de cet acte, s'il n'y a pas consentement, on est directement sur du viol. Voilà, petite précision parce que c'est tout récent, c'est pour ça que je vous le précise. Au niveau des sanctions, là, on passe sur du crime. C'est criminel. Un viol, c'est puni par 15 ans de réclusion criminelle. C'est sanctionné par la cour d'assises. Avant, on était au tribunal correctionnel pour le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. On est sur du correctionnel parce qu'on est sur un délit. Le viol, on passe sur du criminel et de la réclusion criminelle. Pareil, ça passe à 20 ans de prison si c'est commis sur mineur ou par abus de pouvoir ou sur une personne vulnérable. Circonstances aggravantes. Encore une fois, n'hésitez pas hein, si je vais beaucoup trop vite et que vous voulez que je revienne sur certains points.
Le sexisme en quelques chiffres, je vous ai mis les chiffres qui ont été... Donc c'est une étude qui est relativement récente, celle du défenseur des droits. Donc le défenseur des droits, j'y viendrai un petit peu par la suite, mais c'est une personne que vous pouvez contacter si vous êtes victime de discrimination. Donc sur cette étude, donc sur un panel d'étudiantes et d'étudiants, 20% des étudiantes et 6,9% des étudiants ont été confrontés à des comportements sexistes ayant une dimension sexuelle. Pour la moitié des étudiantes, ces situations se sont répétées dans le temps. Le harcèlement sexuel a concerné 4,3% des étudiantes et 1,9% des étudiants. Et les agressions sexuelles ont été déclarées par 4% des étudiantes. Alors en fait, moi, quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis dit, alors on est très très loin de la réalité. Parce que je pense que c'est vraiment que l'aspect émergé de l'iceberg. Il y a très très peu de personnes qui osent dévoiler ces faits et encore plus dans le milieu étudiant. C'est vraiment extrêmement tabou parce qu'ils ont peur de ne pas être crus. Ils ont peur que les personnes, les victimes vont culpabiliser en se disant en fait c'est de ma faute si ça arrive. C'est que j'ai eu un comportement qui a amené à ces agissements, alors que pas du tout, évidemment. Et on va avoir aussi un système de protection du cerveau. C'est-à-dire quand on est victime d'un quelconque traumatisme, mais c'est d'autant plus vrai pour les agressions à connotation sexuelle, c'est quasiment même systématique, ça arrive dans 80% des cas, c'est tellement violent pour notre cerveau, pour notre corps, on va sécréter ce qu'on appelle de l'adrénaline et de la cortisol à très très forte dose, à une dose qui est tellement élevée que ça en devient nocif pour le corps, nocif pour le cœur. C'est-à-dire qu'à une certaine dose, on peut faire un arrêt cardiaque. On peut mourir de stress, c'est possible. Donc le cerveau, comme il est bien fait, pour éviter que ce stress nous tue, littéralement, il va nous faire sécréter l'équivalent de morphine-kétamine, ce qui va totalement anesthésier notre cerveau. Et au fait, en anesthésiant notre cerveau, on ressent plus la douleur. Hein. Les victimes de viol le disent, hein, elles ne ressentent plus rien, elles ne sont plus dans leur corps. Elles sont spectatrices de leur corps. Il n'y a plus rien qui répond en fait. Quand on anesthésie le cerveau, le cortex frontal, donc qui permet d'agir et qui permet de crier, de se sauver, en fait, est totalement anesthésié pour éviter de souffrir. Et ce mécanisme-là, en fait, va bloquer la mémoire. Ce qui fait que comme tout est anesthésié, il y a certaines victimes qui ne se souviennent plus des faits pendant des heures, des mois, des années. Pendant 20 ans, on peut oublier une agression. Et c'est un mécanisme totalement normal du cerveau. Sauf qu'au fait, quand je dis qu'on oublie, c'est que notre conscience oublie, mais c'est bloqué dans une partie de notre cerveau, dans notre mémoire traumatique. Et au fait, dès qu'il va avoir une odeur, un bruit, un mot, un lieu qui va nous rappeler ce qu'on a vécu, en fait, ce traumatisme va se réactiver et on va avoir des crises d'angoisse, on peut avoir des réactions totalement extrêmes. D'ailleurs, c'est ce qui peut expliquer parfois dans le monde du travail, hein, parce que ça, c'est les retours que j'ai eus, on va faire une blague à une collègue parce qu'on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Et au fait, elle va réagir de façon totalement extrême. Une blague à connotation sexuelle, je précise. De façon extrême, mais au fait, parce que cette collègue, dans son enfance ou dans sa vie, elle a vécu des violences sexuelles. Et au fait, ça active son trauma et ça décuple ses émotions. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on appelle des blagues et aux propos qu'on peut avoir avec ses collègues, notamment des propos à caractère sexuel. On ne sait pas ce que ça peut provoquer chez elles. Donc, je reviens à notre mécanisme de trouble de la mémoire. Pour réactiver et pour éviter que ce trauma nous bouffe la vie, en fait, il faut forcément réactiver le circuit de la mémoire. Et pour réactiver le circuit de la mémoire, donc on fait refonctionner le circuit. Et pour cela, il faut en fait, concrètement, c'est les psychiatres qui fonctionnent avec ce système-là. Ils vont faire revivre en expliquant. En fait, ils vont demander aux victimes d'expliquer en détail ce qu'elles ont vécu pour, au fait, expliquer à leur cerveau que ce qu'elles ont vécu, c'est du passé, que ce n'est pas de leur faute. On appelle ça de la psychoéducation. En fait, on explique à notre cerveau ce qui s'est passé. C'est extrêmement dur, c'est même très traumatisant. Les victimes
Je sais qu'elles me disent, oui, mais depuis que je vois la psy, eh ben, je me sens encore plus mal qu'avant. Et en fait, c'est totalement normal. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a des chiffres qui sont très, très, très faibles et très loin de la réalité. C'est aussi la raison pour laquelle les victimes ne déposent pas plainte. Enfin, une des raisons, outre le fait que parfois elles sont mal reçues en commissariat. Parce qu'elles sont totalement dans une anesthésie au niveau de leur mémoire. Et au niveau aussi, au-delà de la mémoire, c'est des mots qu'elles ne peuvent même pas formuler. J'ai des victimes qui sont dans l'incapacité totale de me dire le mot viol. C'est impossible pour elles. Voilà. Du coup, je continue sur une autre enquête. Alors, cette enquête, ce qui est très intéressant dans cette enquête, c'est la date. Elle a été publiée en novembre 2022 et c'est une enquête qui a été menée en 2021 seulement. Vous allez comprendre pourquoi seulement, parce que c'est la toute première enquête statistique menée par un service statistique ministériel auprès d'un panel de la population française et qui propose un panorama des différentes formes de violence avec notamment un focus sur les comportements sexistes et sexuels au travail. Pour vous dire que c'est vraiment un sujet tabou, pour qu'on en parle et qu'on fasse une étude seulement en 2021, c'est que, on va dire que les mentalités peinent encore aujourd'hui à évoluer. Donc, parmi les personnes qui ont déjà exercé un emploi, 28,4% déclarent avoir déjà été victimes d'un comportement sexiste ou sexuel au travail, ce qui représente presque 11 800 000 individus. Si cette problématique concerne aussi bien les hommes que les femmes, ces dernières sont surreprésentées. 41% d'entre elles ont déjà vécu un comportement ou une situation sexiste contre 14,9% des hommes. Alors, là aussi, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas en parler parce que c'est mal vu encore par la société, notamment pour les violences. C'est pareil pour les violences conjugales. Il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de violences conjugales et qui n'osent pas en parler parce on reconnaît pas au fait leur statut de victime. On va toujours, enfin, c'est nos stéréotypes, c'est nos préjugés qui vont avoir tendance à considérer que seules les femmes peuvent être victimes de ce type de comportement, mais pas du tout. Et du coup, bah, que faire une fois qu'on a vu tout ça? Que faire si on est victime d'une discrimination sexiste? Que faire si on est victime d'une agression, de harcèlement ou d'un viol? Alors, je vais commencer. Si on est victime d'une discrimination ou d'agissement sexiste, il y a plusieurs choses possibles. La chose que je vous conseillerais, c'est d'acter ces actes. Quand je vous dis acter, c'est faire un écrit. Et cet écrit, vous l'envoyez à une personne soit du service RH, soit au votre supérieur hiérarchique, soit directement à l'inspection du travail. Parce que quand vous êtes dans une entreprise où vous avez que un N+1 et que c'est lui qui a ce type de comportement, vous pouvez totalement écrire à l'inspection du travail. En fait, ça vous permet d'avoir des preuves pour la suite. Et ça vous permet aussi, au niveau de la prescription, parce que pour les délits, on est à 6 ans de prescription, pour les crimes, on est à 20 ans. Enfin, pour certains délits, ça passe à 10 ans, mais on va considérer que c'est 6 ans. 6 ans et 20 ans, bah, en fait, ça vous permet de garder des preuves du dernier agissement. Je ne sais pas si c'est très clair, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à la fin si je dois revenir dessus, mais c'est important en termes de preuves. Ensuite, vous pouvez aller voir la médecine du travail, ils sont totalement compétents dans cette matière. Bien évidemment que je vous conseillerais de le signaler, comme je vous l'ai dit, à votre supérieur ou au service RH et surtout d'en parler. Ça, c'est très important, peut-être même avant toute chose. En parler à une personne de confiance, que ce soit votre collègue de travail, un ami ou votre famille. C'est très important d'être accompagné parce que c'est des procédures qui peuvent être longues, qui peuvent être traumatisantes, qui peuvent être culpabilisantes. Et on a besoin d'être soutenu à ce moment-là. Vous avez des associations aussi qui sont là pour ça. Dans chaque département, on a l'association d'aide aux victimes. Par exemple, moi, je suis dans le 91. Donc, l'association de l'Essonne, c'est Mediavip. Mediavip, ils ont des permanences un peu partout dans l'Essonne. Vous pouvez les contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être soutenu dans vos démarches. Ils sont là, c'est gratuit, anonyme, confidentiel. Vous pouvez également contacter le défenseur des droits qui est là, qui doit au fait faire l'intermédiaire entre l'État et les usagers.
Et il a également été nommé comme défenseur des discriminations. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes victime d'une discrimination à l'embauche, d'une discrimination, par exemple, vous n'avez pas de promotion parce que vous êtes une femme, ou dans notre exemple de sexisme, ou vous n'avez pas de promotion parce que vous êtes de telle ou telle origine, vous pouvez contacter le défenseur des droits pour qu'il vous aide dans vos démarches. Si vous êtes victime de viol, c'est vraiment une infraction qui est particulière. La première chose à faire, et je ne l'ai pas noté sur le diaporama, c'est d'aller aux urgences. C'est vraiment la première chose à faire parce qu'aux urgences, ils sont tous déjà formés à ce type d'infraction. Certains hôpitaux ont des unités médico-légales, donc vous pouvez voir un médecin légiste assez rapidement pour qu'il puisse faire des prélèvements constatés aussi, et ça aura forcément un poids énorme dans la procédure. Il y a beaucoup de procédures pour viol qui sont classées sans suite parce que, et c'est totalement compréhensible, les victimes tardent à aller au commissariat, à déposer plainte, et du coup tardent à faire constater les faits, à faire constater leur corps par le médecin légiste, parce que seul un médecin légiste peut faire ce constat. En tout cas, il n'y a que ça qui sera pris en considération dans la procédure. Et du coup, sans preuve, et quelque part, fort heureusement, on ne peut pas condamner quelqu'un. Donc du coup, il y a beaucoup de classements sans suite au niveau des viols. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour concernant les solutions que vous pouvez les personnes vers qui vous pouvez aller en cas d'infraction ou en cas d'agissement sexiste ou en cas de discrimination au travail. Le mieux, c'est quand même de se renseigner sur son département ou sur sa ville de tous les dispositifs qui existent. Vous avez également des points d'accès au droit, il y en a un peu partout dans les villes. Vous pouvez vous renseigner sur le site du ministère de la Justice. Vous avez l'accès au centre départemental de l'accès au droit avec une cartographie de tous les points justice. Maintenant, on les appelle plus points d'accès au droit, ça s'appelle points justice, mais c'est la même chose. Et vous avez beaucoup, beaucoup de permanences de juristes et d'avocats aussi gratuitement. Je précise, si vous êtes victime d'un crime, donc victime d'un viol, l'avocat, ça peut être gratuit. Toute victime d'un crime peut avoir un avocat gratuitement. Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat et que vous n'êtes pas victime d'un crime, vous avez ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Ça, pareil, les associations d'aide aux victimes peuvent vous aider à remplir les dossiers, mais sinon, ça se fait assez facilement en ligne. Vous pouvez retrouver le formulaire et vous pouvez même faire une simulation pour voir si vos revenus correspondent à la demande d'aide juridictionnelle. Donc, ça peut être pris en charge à 100%, à 60%, à 30%. Ça dépend. Et ce ne sont pas des avocats commis d'office. Vous pouvez très bien choisir votre avocat, lui demander de vous représenter. Tous les avocats n'acceptent pas l'aide juridictionnelle, mais il y en a quand même beaucoup, surtout en Île-de-France. Il vous fait une lettre comme quoi il vous représente et c'est directement l'État qui le paye. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tout est expliqué sur le site du service public. C'est là où vous remplissez le formulaire. Vous avez une notice avec tous les documents à fournir et toutes les explications. Et vous pouvez également vous rapprocher, comme je vous l'ai dit, des associations. Ils ont l'habitude de faire ça, ils le font tous les jours. Voilà, alors j'ai été assez rapide parce que j'ai envie de vous laisser le plus de temps possible pour les questions et surtout les échanges. Et je vous laisse également mes coordonnées si vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou si tout simplement vous n'avez pas envie d'en parler là sur le chat. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire par mail. Vous pouvez également m'écrire sur la page Instagram de l'Observatoire des violences faites aux femmes ou sur LinkedIn. Merci beaucoup, Cathy. C'était très intéressant. J'espère que vous avez tous appris quelque chose et que vous avez pu profiter des connaissances de Cathy. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui avaient des questions, qui voulaient prendre la parole, que ce soit par le micro ou par le chat. Oui, Delphine, est-ce que tu voulais parler? Oui, merci Cathy pour la présentation, c'était super complet, j'ai adoré les slides. Moi j'avais une question par rapport à si par exemple on est en face de quelqu'un qui nous fait une blague un peu sexiste ou enfin moi dans le cas raciste aussi ça arrive.
Quelle est la bonne façon de procéder? Et deuxième question, c'est si on est témoin d'une personne qui se fait discriminer ou qui est dans une situation où elle a des propos sexistes, comment est-ce qu'il faut réagir? Alors déjà, si on est victime de ce type de propos, enfin ce type de blague, en fait, il y a comment on devrait réagir et comment on pourrait réagir parce que tout dépend de notre vécu. Hein. Il y en a, enfin, moi j'ai déjà été victime de harcèlement sexuel au travail, je vous le dis, dans mon ancien travail. Hein, je travaille dans un cabinet d'avocat et puis j'ai déjà eu des remarques qui me déplaisaient et je pensais pouvoir répondre. Je pensais pouvoir dire bah ça ne me plaît pas, moi ça ne me fait pas rire et ça me met mal à l'aise ce type de, euh, de propos et j'étais dans l'incapacité totale de le faire. Et je finis par démissionner de ce cabinet. En tout cas, dans l'idéal, c'est de dire à l'auteur que ça nous met tout simplement mal à l'aise et qu'on aimerait bien qu'il arrête. Et si on n'y arrive pas parce que c'est trop dur, il faudrait essayer de demander de l'aide à quelqu'un au sein de l'entreprise, en parler. Des fois, il y a des psychologues. Nous, je sais qu'à la mairie, on a une psychologue. On peut en parler à la psychologue et on a aussi également un registre où on peut dénoncer de manière anonyme les faits de harcèlement. Donc, je sais qu'il y a des entreprises aussi qui fonctionnent comme ça si on n'ose pas en parler de nous-mêmes. Et ta deuxième question, oui, si on est témoin. Si on est témoin, alors pareil, hein, soit on peut intervenir et oser dire, bah là, tes propos sont totalement déplacés et moi aussi ça me met mal à l'aise et je tolère pas ce genre de choses. Soit essayer d'en parler avec la victime, de lui dire que vous êtes là pour elle et que si besoin, vous pouvez témoigner. Alors ça, encore une fois, c'est dans un monde idéal. Mais dans la réalité, du coup, pour avoir travaillé en cabinet d'avocat sur le droit du travail, en général, les témoins salariés n'osent pas témoigner parce que ils ont peur pour leur poste, tout simplement, ce qui peut totalement se comprendre. Ils ont peur d'avoir des conséquences sur leur carrière, donc ils n'osent pas. Mais dans l'idéal, il faudrait pouvoir témoigner. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question. J'ai répondu à ta question, Delphine, du coup. Ouais, merci. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Comment identifier que l'on est victime de discrimination à l'embauche? Je pense qu'on souffre du syndrome de l'imposteur, par exemple. Et comment agir? Merci pour la confiance, c'était très complet. Alors, il y a des questions, par exemple, qui sont interdites quand on est à un entretien d'embauche. On n'a pas le droit de nous on n'a pas le droit de nous demander est-ce que vous avez des enfants? Ça, c'est une question qui est interdite. Ou est-ce que vous voulez avoir des enfants? C'est interdit. Est-ce que vous êtes enceinte? C'est interdit. Et en fait, c'est des questions, s'ils les posent, et on considère que c'est des questions discriminantes. Donc déjà, ça peut être un indice, hein, si on vous pose ce type de questions. Il y a quoi d'autre comme questions qui sont interdites vous êtes de quelle origine? Oh, votre nom de famille est original, ou votre prénom est original, vous êtes de quelle origine? Alors ça peut paraître totalement anodin, et on me l'a déjà fait. Même les recruteurs, ils le savent, hein, qu'ils n'ont pas le droit de poser cette question, donc c'est jamais anodin pour eux. Et bien ça, on y répond. On peut totalement ne pas répondre, et si on n'est pas reçu et qu'on a eu ce type de questions, on peut totalement le dénoncer. Je sais qu'il y a des associations. Je pense à SOS Racisme. Ah non, ah non, je crois qu'il y a SOS Racisme, ils le font aussi, qui font des testings. C'est-à-dire qu'ils participent à enfin, ils candidatent pour un poste. Ils ont un micro sur eux, ils enregistrent absolument tout l'entretien et ils vont prendre, je sais pas, par exemple, ils vont prendre Cathy qui est une femme et mon collègue Victor qui est un homme. On a exactement le même CV, on a déjà préparé l'entretien, donc on sait exactement, on va dire exactement la même chose et on se rend compte que c'est Victor qui va être pris. Et on va le répéter, ce testing, de sorte à avoir de la matière pour pouvoir les poursuivre pour discrimination à l'embauche. Et c'est pareil si pour une discrimination par rapport aux origines. Ils font pas mal de tests aussi là-dessus. Donc on peut faire appel à ces associations si on estime qu'on a été victime. On peut signaler et eux, du coup, ils vont regarder s'ils ont d'autres signalements. S'ils ont beaucoup de signalements sur un type d'entreprise, ils vont organiser des testings. Voilà. Mais sinon, si on estime qu'on est discriminé, à part le dénoncer, sur le moment, vous ne pouvez pas forcer la personne à vous embaucher, quoi. Je ne sais pas si c'était assez complet comme réponse.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions d'autres personnes? Stéphane, je pense qu'il y a une question. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation, Cathy. Moi, j'avais une question, en fait, parce que du coup, on parle beaucoup, en fait, du traitement, finalement, après coup, après avoir subi les discriminations ou ces harcèlements. Je voulais savoir, en fait, s'il y avait des actions en cours pour traiter les causes, en fait, qui conduisent justement à ces comportements un peu déplacés et à ces discriminations. Alors, je sais que dans les entreprises, il y a pas mal de sensibilisations qui sont faites, notamment des formations également qui sont proposées. Si je dis pas de bêtises, alors comme je travaille pas en entreprise, c'est un peu plus compliqué, je suis en municipalité. Nous, par exemple, on a un rapport égalité femmes-hommes qu'on est obligé, c'est également obligatoire pour certaines entreprises, en fonction du nombre de salariés, qu'on doit rédiger chaque année. C'est une obligation, sinon on a une amende, qui nous permet de voir si les femmes et les hommes ont accès de la même façon aux formations, à la promotion professionnelle, si on a le même salaire. Et alors, on n'a pas de sanction si c'est pas respecté. En tout cas, je ne pense pas. Je peux vous En fait, dire. je vous pose la question parce que bien souvent, en fait, alors j'ai le cas de mon entreprise, on a des règlements en fait qui sont obligatoires pour des règlements intérieurs, règlements en fait en cas de harcèlement, etc. Mais finalement, la plus grosse difficulté, c'est finalement sensibiliser aussi le personnel pour du coup repérer en fait ces comportements, etc. Et derrière, finalement, comment accompagner, mais pour traiter finalement à la source, à la cause, etc. Et sur ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir de l'information en fait sur cette partie-là en fait. Alors nous, par exemple, ce qu'on va proposer pour sensibiliser les agents municipaux au harcèlement, aux agissements sexistes, au harcèlement sexuel, c'est de la réalité virtuelle. Donc pendant une matinée, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le jeudi matin, le centre administratif est fermé. Donc on va proposer aux agents municipaux qui le souhaitent, donc c'est avec une entreprise qui fait de la réalité virtuelle. Donc avec le casque, ça nous met en situation d'harcèlement. En fait, on est victime à ce moment-là de propos, on est en réunion et on entend des propos, et tous les propos qu'on entend sont à connotation sexiste. Ça permet aussi bien aux victimes qu'aux auteurs de se rendre compte de ce que ça fait quand on est à cette place-là, et que une blague, au fait, ça peut devenir du harcèlement sexuel. Donc il y a certaines sensibilisations qui sont possibles. Il y a les formations. Moi, je forme tous les agents municipaux sur les violences, et j'ai un petit focus sur les violences sexuelles. Et je fais justement une parenthèse dans le monde du travail. Donc il y a ça qui est également possible. Après, oui, le problème, c'est ce que je dis systématiquement, la discrimination, elle vient de préjugés et de stéréotypes qu'on a depuis toujours, qu'on a à notre naissance. On arrive et on est forcément bercé par les stéréotypes. On regarde la télé, la publicité est envahie de stéréotypes. Et ça, pour l'éradiquer, je pense que ça va être très compliqué, parce que c'est dû, malheureusement, à la nature même de la société, ce qui n'est pas normal. Mais pour éradiquer la discrimination, il faudrait enlever les stéréotypes. Et là, c'est plus dur. Merci. Je pense que Zoé avait levé la main. Je ne sais pas si tu voulais prendre la parole, Zoé. Oui, bonjour Cathy, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment super clair. Moi, j'ai quand même une petite question. En fait, c'est concernant donc une situation que je connais. Par exemple, lorsqu'on est dans un entretien d'embauche et que on sent que notre profil est intéressant. Et il y a une phrase qui peut sortir: ah oui, en plus c'est bien, vous êtes une femme, donc c'est avantageux pour vous embaucher parce que c'est un métier qui est masculin. Donc là, c'est catégorisé comme étant quoi en fait? Je sais qu'il y a également ce qu'on appelle la discrimination positive. On va avoir, pour favoriser au fait l'égalité femmes-hommes, et des quotas. Par exemple, c'est valable en politique, hein, pour des élections, sur les listes électorales, il faut une égalité entre les femmes et les hommes. On appelle ça de la discrimination positive. Donc je sais qu'il y a certaines entreprises, comme pour le handicap d'ailleurs,
où on va dire, bah, si vous avez des personnes en situation de handicap, un certain quota, vous n'avez pas, je crois qu'il y a des choses en moins qui payent ou des aides, je ne sais pas exactement, là pour le coup je m'y connais pas assez, mais c'est de la discrimination positive. Alors moi j'aurais tendance à dire que ça reste de la discrimination, pour autant, pénalement, je suis pas sûre que ce soit répréhensible. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ah, il y a une question. Dans ma précédente entreprise, il existait un référent harcèlement. N'importe quel salarié peut se présenter comme référent. Quelle serait la formation associée? Alors, je suis pas sûre qu'il y ait des formations spécifiques pour devenir référent harcèlement. Je suis pas sûre, hein. Je sais que nous, on a pareil un registre et c'est la personne qui s'occupe du bien-être au travail qui est en charge de recevoir en fait les salariés qui seraient victimes de harcèlement, enfin les agents qui seraient victimes de harcèlement, et elle n'a pas du tout de formation par rapport à ça. Donc je pense que c'est selon la bonne volonté de la personne et de l'entreprise de former son ou sa référente. Moi, en soi, quand j'ai été embauchée en tant que chargée de mission de lutte contre les violences faites aux femmes, je suis en train de le passer, mais j'avais pas de diplôme violence faites aux femmes. C'est tellement nouveau comme problématique. En tout cas, on s'en occupe depuis tellement peu de temps, surtout. C'est pas nouveau comme problématique. Mais je suis pas sûre qu'il existe une formation spécifique. Mais à vérifier. Alors là, c'est vraiment une pure déduction de moi-même, mais je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, à la mairie, elle en a pas suivi, notre référente. Ok, je ne sais pas si tu as fait le tour des questions, s'il y a d'autres personnes qui voulaient poser des questions encore. C'était assez clair sur la procédure pénale au moment où vous déposez plainte, ce qui se passe après. Parce que des fois, on me pose la question, bah oui, mais si je dépose plainte parce que j'ai été harcelée ou parce que j'ai été agressée, bah, qu'est-ce qui se passe après la plainte? Je ne sais pas si tout le monde est au fait de tout ça ou si vous voulez que je vous explique un tout petit peu ce qui se passe après. Oui, tu peux l'expliquer, il reste 5 minutes à peu près là. Voilà. Alors, en fait, quand on dépose plainte, la plainte est directement envoyée au parquet. Donc, il va être envoyé au procureur. Le procureur, c'est celui qui a l'opportunité des poursuites. Donc, il peut soit décider que l'affaire va être jugée, soit que l'affaire va être classée sans suite. Il y a une troisième option qui s'appelle l'alternative aux poursuites. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus utilisé, notamment en termes de violence conjugale. Donc, dans l'alternative aux poursuites, on va avoir pour la violence conjugale, bah, une interdiction d'approcher la victime et en plus, monsieur doit suivre un stage un stage de responsabilisation où on lui explique que c'est mal de taper sa femme. Je caricature la chose, mais c'est exactement ça. Ou pareil, ça va être un stage, ça peut être un stage avec des auteurs d'infractions sexuelles. Ça, c'est dans le cadre de l'alternative aux poursuites. C'est pas inscrit dans le casier judiciaire. C'est important parce que c'est pas une poursuite. Le classement sans suite, c'est si on n'a pas assez de preuves, si on estime que l'affaire, c'est horrible à dire, n'est pas suffisamment grave, vu la quantité de plaintes qui arrivent, ils vont un peu hiérarchiser ce qui va passer en audience et ce qui va être classé sans suite. Ça peut être si la victime retire sa plainte, même si normalement le procureur, vu qu'il n'a pas besoin de plainte pour poursuivre. Alors, je suis désolée, on a de la compagnie. Je savais qu'il allait arriver. Et on a pas perturbé dans mon explication. Oui. Donc on va avoir donc ça peut être classé sans suite et sinon s'il estime qu'il y a suffisamment de preuves et que ça peut être jugé dans ce cas-là, ça va être poursuivi. Et une fois que c'est poursuivi, le juge c'est lui qui va décider de la peine octroyée à l'auteur. Et dans le jugement, on va avoir donc le juge, la partie civile, l'auteur, donc la défense, et le procureur. Et à ce moment-là, le procureur revient en fait au moment de l'audience, et lui, il est là pour représenter la société, parce que quelqu'un qui commet une infraction, quelqu'un qui va discriminer une personne, potentiellement, elle peut discriminer n'importe qui.
En fait, moi, si quelqu'un me discrimine, il ne me discrimine pas parce que je suis Cathy. Il me discrimine parce que j'ai des lunettes, parce que je suis une femme, voilà. Donc, on estime que il a fait du mal à la victime, mais il peut faire du mal à la société tout entière. Donc, le procureur, lui, il va demander, c'est le seul à pouvoir demander à ce que l'auteur soit condamné à tant d'années de prison et tant d'amendes. La victime, à aucun moment, elle peut demander ça. La victime, la seule chose qu'elle peut demander, c'est des dommages et intérêts. Et témoigner, en fait, pour faire en sorte que l'auteur soit condamné. Pour faire en sorte que le procureur puisse, que la peine proposée par le procureur puisse être appliquée. Et la défense, là d'ailleurs, la défense, c'est toujours celle qui parle en dernier dans une audience, petite précision. Et en France, nous n'avons pas de marteau. Ça, c'est que aux États-Unis. Et il n'y a pas non plus de perruque. On me pose des fois la question. Non, il n'y a pas. Et en général, en correctionnel, il y a 3 juges, un président et 2 assesseurs. Et soit l'audience, elle a lieu tout de suite après, on appelle ça la comparution immédiate, donc on va dire dans les 48 heures après les faits. Soit ça va être un peu plus long, le temps de l'enquête, parce que ça nécessite d'auditionner plusieurs personnes, ça nécessite de faire des perquisitions. Dans ce cas-là, la date d'audience sera ultérieure. Une enquête pour un crime, c'est très 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 long. On est sur une procédure qui peut durer jusqu'à 5-6 ans, voire même plus. Donc voilà, il y a tout un processus après le dépôt de plainte. Et ce n'est pas de la faute de la police si c'est classé sans suite, c'est vraiment le parquet. Parce que ça, pareil, c'est des choses que je peux entendre régulièrement. Et on ne peut pas vous refuser aussi une plainte, peu importe le commissariat où vous allez. Je peux très bien habiter Corbeil-Essonnes. Mon agression s'est passée à Corbeil-Essonnes. Si j'ai envie de déposer plainte à Montpellier, je dépose plainte à Montpellier. Il n'y a aucun souci. En fait, leur réseau, c'est national. Donc la plainte sera renvoyée à Corbeil, hein, c'est pas grave. Mais je peux déposer plainte partout. Et si on vous refuse, ils n'ont pas le droit. Je le précise aussi. Delphine avait une question. Oui, est-ce que pendant tout le processus, il y a des dispositions qui sont prises pour séparer les victimes de leurs agresseurs? Par exemple, si dans un environnement de travail et qu'on est harcelé par son chef, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour séparer la victime de l'agresseur? Alors, il y a ces dispositifs qui existent en matière de violence conjugale. Après, dans ce cadre-là, je pense qu'en interne, au niveau de l'organisation l'employeur a un devoir, même une obligation de sécurité envers ses salariés. Donc, il aura l'obligation de séparer l'auteur de la victime. Sinon, on peut le poursuivre pour non-respect de ses obligations. Pour autant, au niveau pénal, non, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Tant que l'auteur n'est pas jugé comme étant coupable, il ne l'est pas, sauf s'il est placé en détention provisoire, s'il est placé en garde à vue ou ce genre de choses. Mais sinon, on ne pourra pas demander une injonction d'éloignement comme on peut entendre. Ça, c'est pour les violences conjugales. Violences conjugales, on demande une ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est avant l'audience. C'est-à-dire que je vis avec mon mari, je suis victime de violences conjugales, on habite sous le même toit. Mais comment on fait pour me protéger jusqu'à l'audience? Je demande au juge des affaires familiales une ordonnance de protection où monsieur a l'obligation de quitter le domicile et interdiction de rentrer en contact avec moi pendant une durée qui peut aller jusqu'à 6 mois renouvelable. Mais sinon, avant l'audience, c'est pas possible pour le reste. Ok. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ok, je pense que ça fait le tour. Donc, merci beaucoup, Cathy. Si jamais il y a d'autres questions, vous pouvez écrire à Cathy. Elle avait laissé son courriel, ou sinon vous pouvez écrire à Polytech Alumni. On lui transmettra. Donc, comme je l'ai précisé, cette conférence a été enregistrée. On va la mettre en ligne. Sûrement que vous allez recevoir un lien et que ce sera publié sur le site de Polytech Alumni. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis, à bientôt pour sûrement d'autres événements avec Ingénieur Polytech. Merci. Merci à vous. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci.